Salut à tous et bienvenue sur Carnet de lecture, la chaîne YouTube. C'est Logan et je suis ravi de vous accueillir pour vous parler de mes lectures et pour vous recommander ou pas des livres. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous amener dans mes dernières aventures littéraires. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Carnet de lecture. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle La maison au milieu de la mer céruléenne qui a été écrit par T.J. Klune. C'était un des livres que j'ai lu sur le mois de juin, juste après un autre roman qui avait vraiment bouleversé mon quotidien. J'étais vraiment accro à un autre livre et j'avais vraiment du mal à abandonner les personnages et l'histoire. Mais du coup, je ferai un podcast aussi sur ce livre-là. C'était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et après ce livre-là, j'ai eu beaucoup de mal à me relancer dans une lecture. Et le livre qui a suivi, c'était celui-là. Donc, La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est un roman fantasy, mais vraiment très léger parce que ça va tourner plus au niveau de personnages magiques et d'environnement un peu magique, un peu féerique. Comme pour le premier épisode, je vais commencer par vous parler de l'histoire, vous faire un petit résumé, vous parler des intrigues qu'on peut trouver à l'intérieur, vous parler des personnages, les présenter. Comme pour l'épisode numéro 1, je vais vous faire un petit résumé très bref avec la présentation des personnages, placer un peu le décor pour que vous arriviez à situer où est-ce qu'on se trouve, dans quel environnement on va évoluer. Bien entendu, je vous parlerai des annotations que j'ai fait sur ce livre. Bon, des annotations, c'est plus des post-it que j'ai mis sur les passages qui ont pu me faire rire ou que j'ai trouvé mignons. Et pour finir, je vous parlerai aussi de l'histoire sur laquelle ce livre s'est basé, parce que ça s'est basé sur des faits concrets qui se sont passés en 1960 au Canada. Mais je vous ferai le parallèle à la fin. Et je vous mettrai le lien sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations que je vais donner à l'oral. Dans cette histoire, on va suivre Linus Baker, qui mène une vie tranquille et solitaire. C'est un homme de 40 ans qui vit dans une petite maison avec un chat qui est un peu chiant. Il aime pas grand-chose à part rester chez lui et écouter ses vieux disques. Voilà, il travaille en tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique. Et son job, en fait, c'est de s'assurer du bien-être des enfants qui se trouvent dans des orphelinats qui sont supervisés par le gouvernement. On est dans un monde où cohabitent deux populations. Il va y avoir les magiques et les non-magiques. Et du coup, les magiques sont régis par le gouvernement. Et justement, lui, il va travailler pour cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui est magique. Donc les enfants et les adolescents. Après, les publics peuvent varier. C'est soit des enfants adolescents qui ont des pouvoirs magiques. Ou alors, ils sont des créatures magiques. Donc voilà, tout va bien dans la vie de Linus Baker. Ça fait au moins plus de 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus exactement, qu'il travaille pour ce ministère-là. Mais un jour, il se fait convoquer de manière totalement inattendue par les cadres extrêmement supérieurs. Donc ça, c'est les chefs des chefs en fait. Et en fait, ils vont lui confier une mission qui est ultra secrète. Donc ils lui disent, c'est un dossier classé catégorie 4 et tout, vous ne devez pas en parler. Et vous allez devoir vous rendre sur une île, l'île de Marcias, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Linus a été choisi parce que c'est un des employés qui est le plus rigoureux dans son travail. Genre, il n'a jamais pris d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, il n'a jamais été absent, il est toujours à l'heure, il suit exactement toutes les règles et les règlements qui sont imposés. Il va être obligé de mettre ses craintes de côté pour pouvoir rédiger un rapport qui est objectif sur l'établissement. Il va vite comprendre que l'île en fait renferme un secret, mais sans parler des enfants. Il va devoir aussi réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus. Ce Arthur, c'est le directeur de l'orphelinat qui va tout faire pour défendre ses protégés. Au fur et à mesure, il va découvrir des secrets et il va se rapprocher d'Arthur. Et il va se retrouver confronté au plus difficile des choix, c'est-à-dire entre faire son devoir ou écouter son cœur. Et là, les copains, c'est trop bien. Tout au long de l'histoire, on va rencontrer différents personnages. On va commencer avec les habitants de l'orphelinat. Je vous fais une présentation rapide des personnages et ensuite on passera au moment des passages qui m'ont fait le plus rire et qui ont fait battre mon cœur parce que vraiment c'est trop mignon et j'ai trop adoré ce livre. Il était vraiment aussi doux qu'un câlin, genre. Les pensionnaires qui vivent dans l'orphelinat de Arthur, ils seront 6. On va avoir Talia, Fille, Sal, Théodore, Chancy et Lucie. On fera la connaissance aussi de Zoé. Elle aide beaucoup Arthur dans l'éducation et la gestion des enfants. Elle est très présente mais elle vit pas avec eux dans la maison. Le premier enfant que Linus va rencontrer, ça va être Talia. Talia, c'est un gnome qui a plus de 50 ans. Dans le livre, on nous explique qu'un gnome qui a l'âge qu'elle a, c'est un gnome adolescent. Donc même si 50 ans, pour nous, en âge humain, c'est adulte avancé. Là, c'est clairement une adolescente. Elle aime tout ce qui est le jardinage, vraiment. Son jardin, c'est son paradis et elle a la main extrêmement verte. Elle est abonnée à un magazine de jardinage et elle aime tout ce qui est outils,
faire du jardinage, planter des fleurs, entretenir son jardin, creuser des trous, et elle a une petite passion pour effrayer Linus. Elle lui fait croire qu'elle va le tuer, qu'elle rêverait de l'enterrer. Mais c'est très drôle parce qu'ils savent qu'ils sont catégorisés comme dangereux et ils vont jouer beaucoup avec Linus qui lui est un gros peureux et il va tout prendre au pied de la lettre. En même temps, ses cadres extrêmement supérieurs l'ont prévenu que c'était un dossier classé en mode top secret avec des enfants qui sont très dangereux. Il faut absolument qu'il aille faire une enquête là-bas pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Linus, lui, il a eu l'habitude que de suivre les règles et les règlements. Il vit dans une ville qui est vraiment automatisée, métro, boulot, dodo. Il fait le même travail depuis 20 ans. Donc quand on lui dit « fais attention à toi », lui, il va faire grave attention à lui. Il va pas vouloir sortir du cadre donné par le gouvernement et par son travail. Et il va se pointer avec tous les stéréotypes et tous les a priori qu'il peut avoir sur le public qu'il va rencontrer, sans les connaître. Parce que bien entendu, les cadres extrêmement supérieurs lui ont donné un dossier dans lequel étaient référencées toutes les informations sur le public qu'il allait rencontrer, mais il avait interdiction de l'ouvrir avant d'arriver sur l'île. Donc il ne connaît pas les personnages, il ne connaît pas les personnes qu'il va rencontrer. Il ne connaît ni leur prénom, ni leurs caractéristiques spécifiques, ni leur âge, ni leur profil en fait. Pour revenir à Talia, c'est donc un gnome et c'est donc une créature magique. Elle est petite avec toute l'attirail d'un nain de jardin, une grande barbe blanche et un bonnet rouge. Et il y aura aussi Théodore. Théodore qui est je sais pas le dire, une vouivre. C'est un dragon en fait. Un dragon à deux pattes qui ressemble plus à un serpent genre. Enfin c'est une créature légendaire. Donc on est aussi sur une créature de type magique. On nous explique que c'est une espèce qui descendait des dinosaures mais que là ils sont pas plus gros que des chats. Avant ils étaient chassés pour être transformés en chaussures ou en trophées. C'est que lors de l'apparition de la loi pour protéger les êtres magiques que la barbarie avait cessé. C'était un être doué de raison. Il était plus petit que Calliope. Calliope, c'est le chat de Linus. Ses écailles étaient irisées. La lumière des lanternes le peignait d'un kaléidoscope de couleurs. Ses pattes arrière étaient très musclées et ses griffes noires et affreusement acérées. Il ne possédait pas de pattes avant, mais de longues ailes tannées comme celles des chauves-souris. Sa tête était courbée vers le bas et il avait 2 fentes jumelles pour le museau en guise de narine. Pendant tout le livre, Théodore parle avec un langage que seules les personnes qui vivent avec lui comprennent. On sait qu'il garde un trésor avec plein de choses qui brillent ou des choses de valeur, et du coup il réclame tout le temps des pièces à Linus. Et là, le premier jour où Linus arrive, il lui réclame une pièce, mais Linus n'a pas de pièce, alors ce qu'il lui file, c'est genre un bouton qu'il a trouvé dans la poche de son pantalon. À la rencontre en suivant, Fille, elle est décrite comme une petite fille très sale, âgée de 10 ans environ. Sa première apparition, on la voit avec des traces de terre sur le visage qui couvraient presque intégralement les taches de rousseur qui parsemaient sa peau. Elle avait les cheveux rouges vifs et elle portait un short avec un débardeur. Elle était pieds nus et il y avait de la saleté sous les ongles de ses orteils. Elle avait aussi des ailes translucides qui étaient striées de veines. C'est aussi une créature magique, c'est un esprit de la nature et plus précisément un esprit de la forêt. On nous explique que les esprits de la nature, en fait, c'est des êtres qui sont très solitaires en général et que les plus jeunes, c'était les plus dangereux parce qu'ils n'avaient pas encore le contrôle total sur leur magie. Le narrateur nous explique que Linus avait déjà pu observer un esprit du lac qui s'était senti menacé et qui avait fait augmenter le niveau de l'eau du lac à plus de 2 mètres. Sal est le pensionnaire le plus âgé, il a 14 ans, il est super grand et très timide et très réservé, très stressé. C'est un métamorphe, il a la capacité de se transformer en chien. Et le chien, c'est un loulou de Poméranie. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment des tout petits chiens, des boules de poils quoi. Ce qui est en contraste avec son apparence physique quand il est humain. C'est-à-dire il est très très grand, il est très imposant, mais c'est vrai que sa personnalité correspond plus à son apparence de petit chien quoi en fait. Le problème c'est qu'il se transforme uniquement quand il se sent menacé ou quand il a un gros coup de stress. Il a beaucoup de mal à retrouver son apparence humaine parce qu'il a du mal à lâcher prise et à reprendre confiance en lui quand ça lui arrive. Il y a Chauncey qui est un peu un flambi tout vert, et il ressemble plus à une méduse en fait. Il est tout vert avec des yeux comme un escargot, une bouche ultra rouge, des tentacules et des ventouses. Et son rêve à lui, c'est de devenir majordome, genre groom, dans les hôtels, s'occuper des gens, porter les bagages, être au service des gens et tout. Enfin, il vit pour les pourboires et il vit pour le service à la personne. C'est une créature magique aussi, mais on ne connaît pas son espèce, parce que dans son dossier, c'est noté que mère inconnue, père inconnu. Ils sont partis du principe que c'était une sorte de méduse, mais qui pouvait vivre aussi sur Terre. Bon, du coup, c'est un peu chelou, on ne connaît pas du tout cette espèce-là. Pour finir avec les pensionnaires, on va passer à Lucie. Lucie qui est le diminutif de Lucifer. C'est l'antéchrist qui a 6 ans et qui vit dans ce pensionnat-là.
Moi, je me le suis imaginé un peu comme Chucky, genre vraiment petit avec des yeux rouges et des cheveux en pétard, tout blanc et super relou. On se rendra compte qu'en fait, c'est un petit qui est tourmenté par ses pensées génétiques, on va dire. Il y a des pensées de destruction de monde et d'apocalypse et tout ça, mais il a 6 ans. Donc il a du mal à gérer ces pensées-là et le directeur des lieux va l'aider avec toutes ces pensées qu'il a dans sa tête qui s'agitent et qui le font se questionner, se tourmenter, qui le rendent un peu mal. Mais il aime aussi en jouer. Donc il va s'en servir pour faire flipper Linus comme jamais. Et ces enfants, que ce soit des créatures magiques ou l'antéchrist, le fils du diable, ils sont super drôles parce qu'ils ont des paroles d'enfants et ils ont des agissements d'enfants et d'adolescents. Et j'ai trouvé le livre super mignon. Moi, je travaille avec des enfants, avec un public adolescent aussi. Et c'est vraiment des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et ça m'a fait trop rire, quoi, en fait. Des fois, ils ont des paroles, ils sont sans filtre et ils disent des choses avec tellement d'innocence que ça sort spontanément. Ils cherchent même pas à faire du mal, c'est juste ils disent ce qui leur passe par la tête et c'est rigolo, en fait. Je vais vous présenter les adultes et puis après, je vous replacerai toutes les citations dans leur contexte. Comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi ça m'a fait rire, pourquoi je l'ai annoté. Bon, après, j'ai dit rire, mais il y aura aussi des citations d'amour et d'amour entre hommes. Je ne sais pas si vous l'avez compris ou pas, je ne pense pas l'avoir spécifié au début de l'épisode, mais c'est un amour entre hommes. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écouté ce podcast et qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas envie de se faire spoiler. Du coup, je vous inviterai à revenir sur les citations et sur les mises en contexte des phrases et des dialogues. Après avoir lu le livre, ce sera mieux pour vous, je pense, sinon vous allez vous faire spoiler. Bien entendu, on commence avec notre personnage principal qui s'appelle Linus Baker. Mais en fait, je l'ai un peu présenté au début, quoi. C'est un mec solitaire de 40 ans qui vit seul avec son chat. Sa voisine est grave relou et grave commère. Elle lui parle trop mal parce que son chat va effrayer les oiseaux dans son jardin ou je sais pas ce que le chat de Linus a fait dans son jardin. Je ne me rappelle plus. Je crois que le chat saccage ses fleurs. Ou alors le chat tue des animaux, des oiseaux. Je sais plus. On apprend qu'il est grave mal dans sa solitude, mais qu'il a lâché l'affaire avec l'idée de trouver l'amour et d'être un peu moins seul. Il a juste envie de faire son travail, rentrer chez lui et rester chez lui, ne pas sortir, écouter sa musique et suivre les règles et les règlements qui sont imposés par l'État. Il vit dans une ville où il fait tout gris la majorité du temps, il n'y a pas de soleil et il pleut beaucoup. Donc vous imaginez bien que quand il arrive dans un orphelinat avec des enfants ultra magiques et selon les dires des cadres supérieurs, extrêmement dangereux, que cet orphelinat se trouve sur une île au milieu d'une mer gigantesque, à l'écart de tout, mais dans un climat chaud, ensoleillé et plein de verdure en fait, entouré de nature. Il va se sentir totalement dépaysé et totalement en dehors de sa zone de confort, parce que c'est au-delà de tout ce qu'il a jamais connu. En plus de ça, le fonctionnement de l'orphelinat de Arthur ne suit absolument pas les codes donnés par l'État, et Linus va être perturbé par ça, parce que Arthur a choisi dans son établissement d'apporter une éducation bienveillante, basée sur l'autonomie, le partage des pensées, l'expression artistique et théâtrale, l'apprentissage de la gestion des émotions, de la gestion des pouvoirs magiques, et laisser aux enfants la libre expérimentation. En fait, il laisse du temps libre aux jeunes pour pouvoir expérimenter. Linus physiquement est décrit avec une perte de cheveux au niveau du vertex. C'est un homme qui n'a pas trop confiance en lui et qui a pris un petit peu de poids. Il est décrit comme un peu gros avec une bouée autour de la ceinture. Il en est conscient, il va vouloir la faire disparaître en se mettant au régime. On nous dit également qu'il n'est pas très grand et qu'il s'habille toujours de la même manière, avec son habit de travail, c'est-à-dire avec un pantalon, chemise et cravate. Passons à Madame Blanchapelle. Son prénom c'est Zoé et c'est la personne qui s'occupe aussi des enfants avec Arthur. On ne saura pas tout de suite que c'est un être aussi doté de pouvoirs magiques et qui est plus exactement un esprit de la nature. En fait, les esprits de la nature, c'est plus ou moins des fées, grandeur humaine. On apprendra aussi qu'elle n'est pas répertoriée dans le registre des êtres magiques. Ça va fortement perturber Linus parce que lui, il part du principe que tout le monde suit les règles et les règlements à la lettre comme lui. Et il trouve ça aberrant qu'elle ne soit pas répertoriée en tant qu'être magique et que le gouvernement doit absolument le savoir. Et pour terminer, on va parler de Arthur Parnassus, qui est le directeur des lieux. Je vais vous le décrire sans spoiler parce que je sais, encore une fois, qu'il y a des personnes qui vont écouter qui n'auront pas lu le livre. Et comme ça fait partie d'un des mystères à découvrir dans le livre, je vous laisse ce suspense-là quand vous le lirez. Arthur est un homme de 45 ans, grand, fin. Il est décrit comme dégingandé, avec des cheveux clairs qui sont en bataille et qui commencent à grisonner au niveau des tempes. Ses yeux sont décrits comme sombres et brillants, qui étincellent dans la quasi-obscurité. Son nez aquilin avait une bosse au milieu, comme s'il avait été cassé des années auparavant, mais n'avait jamais été remis en place. Ses doigts étaient longs et élégants. Il avait un manteau couleur verte petit pois,
Il avait relevé le col pour parer la brise marine. Et il porte toujours des pantalons trop courts. Il a tellement de longues jambes que le pantalon arrive au-dessus des chevilles et laisse toujours apparaître une paire de chaussettes colorées. Le narrateur nous dit qu'il a l'air beaucoup plus jeune en vrai que sur les photos du dossier et qu'il fait beaucoup plus jeune que 45 ans. Ça va être la partie des citations et des explications. Il risque d'y avoir des spoilers, donc vous pouvez arrêter là si vous voulez pas vous faire spoiler. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer ou avancer jusqu'à la minute 29e minute par là environ. Le premier passage que j'ai annoté, c'est à la fois un passage triste et un passage dans lequel je me reconnais. On est dans le début du livre où on parle de Linus et de son quotidien. C'est un passage qui va aborder sa solitude et qui commence comme ça. Si l'on avait demandé à Linus Baker s'il se sentait seul, la question lui aurait sans doute fait froncer les sourcils. Cette idée lui aurait paru étrange, voire choquante. Le plus infime des mensonges lui faisait mal à la tête et lui tordait l'estomac. Pourtant, il y avait fort à parier qu'il aurait répondu « non ». Alors qu'en réalité, il était seul, éperdument seul. Peut-être n'était-ce pas un mensonge pour lui? Peut-être le croyait-il vraiment? Il avait accepté depuis longtemps que certaines personnes, quelle que soit la bonté de leur cœur ou l'amour qu'elles avaient à donner, étaient supposées être seules. C'était leur destinée. Et à l'âge de 27 ans, Linus avait cru comprendre qu'il empruntait ce chemin. Cette conclusion ne lui était pas apparue après un événement particulier. Simplement, il avait toujours eu l'impression de briller moins que les autres, d'être terne dans un monde clair comme du cristal, et il n'était pas fait pour être remarqué. Alors il avait accepté sa croix. À présent, il avait 40 ans, une pression sanguine trop élevée et une roue de secours autour de la taille. Le prochain passage est un passage marrant, je l'ai annoté parce que c'était vraiment drôle, et ça montre à quel point il est dans une société et une entreprise qui en a rien à faire du bien-être de ses employés. Il sort de son entretien avec les cadres extrêmement supérieurs, il s'est vu confier la mission de partir en mission dans l'orphelinat qui se trouve sur l'île. Donc il est complètement en panique, et il dit à la secrétaire « Je ne comprends rien à ce qui se passe, je ne suis même pas sûr que tout cela soit réel ». Et la meuf, déjà, c'est une meuf grave hautaine qui mâche du chewing-gum super fort et qui lui dit « Bon, vous nous faites une crise existentielle, envisagez de la faire ailleurs ». Et genre, elle leur accompagne aux ascenseurs, mais de manière super brutale. Et ce qui est trop drôle, c'est que en fait, le passage, comment il est écrit, c'est que ça dit « Bon », répondit mademoiselle chewing-gum, avec compassion. Mais avec toute la compassion du monde, tu dis pas « Vous nous faites une crise existentielle, envisagez de la faire ailleurs ». C'est extrêmement drôle. La plupart des passages drôles qui vont suivre, ça va être des paroles d'enfants. Et c'est dit tellement avec spontanéité que ça me fait exploser de rire en vrai. Le premier jour à l'arrivée de Linus Baker, Linus se mange avec eux à table, avec tous les pensionnaires et Arthur et Zoé. Et en fait, ils font un tour de table pour savoir ce que les enfants ont appris aujourd'hui, jusqu'au moment où on pose la question à Linus Baker. Et vous, monsieur Baker, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Bon, lui, il panique, il veut absolument pas sortir du cadre et c'est interdit dans son règlement, donc il veut pas. Sauf que les enfants insistent. Il était clair qu'il ne pourrait pas se défiler. Aussi, il a dit la première chose qui lui vient en tête. J'ai appris qu'il y a des choses dans ce monde qui défient l'imagination. Des choses, répéta Talia en plissant les yeux. De quelles choses parlez-vous au juste? De l'océan, répliqua rapidement Linus. La mer, je ne l'avais jamais vue, j'en ai toujours rêvé. C'est plus grand que je ne le pensais. Oh, dit-elle. C'est nul. On peut manger maintenant, je meurs de faim. La gosse, elle n'a rien à foutre. Je lui ai dit, vas-y, c'est de la merde ce que tu me dis. J'ai trop la dalle, je vais manger. Mais en soi, ce que Linus a partagé, c'est quand même super sincère et super profond parce que lui, au début du livre, on nous parle que la seule décoration qu'il a droit sur son bureau au travail, c'est un tapis de souris. Et tellement le tapis de souris il a été utilisé, l'image est presque effacée. Mais sur ce tapis de souris est imprimée une photo en fait de la mer, magnifiquement bleue, une grande plage de sable et une citation qui dit « N'aimeriez-vous pas être ici ?» Et le mec, il n'avait jamais vu la mer, quoi. Donc là, il se retrouve sur une île entourée de l'océan, de la mer. Et il est super content, mais il n'est pas en vacances. Toujours au même repas, les enfants commencent à lui poser des questions et tout. Ils lui demandent pourquoi il mange que de la salade. Est-ce que c'est parce qu'il aime pas être rond? Pourquoi est-ce qu'il a jamais vu l'océan? Pourquoi il est jamais venu voir la mer? Et là, il y a Talia qui lui sort une phrase. Arthur dit qu'il faut toujours prendre le temps de faire les choses qu'on aime. Si on ne le fait pas, on risque d'oublier comment être heureux. Vous n'êtes pas heureux, monsieur Baker? Je sais pas si vous êtes entouré d'enfants dans votre quotidien, mais les enfants, quand ils sont en âge de parler et d'avoir des réflexions sensées, ils te font te retrancher dans tes pensées, dans ton cheminement de pensée. Mais attends, gâcher la journée, wesh. Un enfant, tout va bien, tu dis salut, ça va, il dit ça va, t'es pas heureux. Et là, tu te poses des questions à toi-même et tu dis, ben merde, est-ce que je suis heureux ou pas? Enfin, genre, tu pars dans un débat philosophique avec toi-même. Et puis ils te sortent ça, ils te préviennent pas, quoi. Ils te le sortent et puis pour eux, il n'y a pas de mal, quoi. C'est sorti et t'as pas d'autre choix que de répondre. Et du coup, après, bon, il explique qu'il aime beaucoup l'océan, etc., mais qu'il a vu que en photo. Et il y a Fille qui lui dit, mais s'il aime tant l'océan, pourquoi il se marie pas avec? Les enfants rirent. Même Sal ne put retenir un sourire. Avant que Linus ait eu le temps de poser la question,
Mademoiselle Blanchapelle traduisait. Théodore vous souhaite beaucoup de bonheur avec l'océan. Je n'épouserai pas l'océan. Oh, souffla Talia, les yeux grands ouverts et la moustache frétillante. Parce que vous êtes déjà marié, c'est ça? Vous êtes marié, s'exclama ma fille. Qui est votre femme? Elle est restée dans votre valise. Pourquoi est-ce que vous l'avez mise là-dedans? Elle est contorsionniste? Votre femme, c'est votre chat? Demanda Lucie. J'aime bien les chats, mais eux, ils ne m'aiment pas. Ils ont peur que je les mange. En même temps, j'en ai jamais goûté, alors je ne sais pas si c'est bon ou pas. Est-ce que votre femme est bonne, monsieur Baker? Le pauvre mec qui a l'habitude de vivre tout seul, il se retrouve face à des enfants qui lui posent des questions de ouf. Ça me fume. Il y a un passage où du coup, le directeur et Linus vont parler parce que Linus a besoin de plus d'informations sur les résidents. Et Linus va poser des questions sur Chauncey et il demande si c'est une méduse ou quoi. Arthur dit qu'ils ne savent pas vraiment son espèce. Et du coup, Linus, il se vénère un peu, il dit « Mais ça n'explique rien du tout. D'où il vient ?» Et Arthur étant un homme très mystérieux et très ténébreux, tout ça quoi, très scorpion vibe, il lui dit « Personne ne le sait, monsieur Baker. Il existe des mystères qui ne seront peut-être jamais résolus, peu importe le temps qu'on y consacre. Et si on perd trop de temps à tenter de les résoudre, on risque de passer à côté de ce qui se trouve devant nous. » N'oublions pas que Linus est là pour faire son travail et inspecter un peu la maison, le fonctionnement de l'orphelinat, les chambres des enfants, voir s'ils sont bien logés, s'ils ont bien un lit à eux, etc. Et il arrive au moment où il doit visiter la chambre de Lucifer. Sauf qu'il est complètement flippé de Lucifer, quoi. Il rentre dans sa chambre et Lucie choisit de mettre en scène une scène démoniaque, genre. Et genre, il fait allumer des bougies avec des grandes flammes de plus d'1 mètre. Il dit « Bienvenue dans mon domaine. Vous êtes entré ici à mon invitation. Soyez témoins de la véritable ampleur de mon pouvoir. Je suis Lucifer, je suis Belzébuth, prince des démons, Et t'as Arthur qui rentre, qui le coupe complètement dans son délire, qui lui dit « Si tu continues, tu vas perdre un certain nombre de tes privilèges. » Et dans tout le livre, à chaque fois que Lucie fait une scène comme ça pour faire flipper Linus, il y a toujours Arthur qui arrive et qui lui dit « Non mais tu vas quand même aller prendre ton bain. Non mais tu vas quand même aller aider à la cantine. Non mais tu vas aller quand même faire la vaisselle. » Et du coup, ça lui casse tout son pouvoir au petit alors que c'est le dieu des enfers, wesh. Mais on n'oublie pas qu'il a 6 ans et que c'est un enfant. Et quand même, en vrai, il est super drôle. Un jour, ils partent en activité excursion aventurier dans la forêt. Et ils embarquent Linus avec une tenue d'aventurier, genre vraiment avec short, chemise. Le mec, il a que l'habitude des pantalons, là, il doit mettre un short, il est pas du tout à l'aise. Bon bref, et puis leur histoire aux enfants, dans leur imaginaire, c'est qu'il y a des cannibales, etc. Et ils ont une mise en scène super drôle et tout le monde rentre dans le jeu parce que c'est un jeu d'enfant et vraiment c'est trop attendrissant. Et à un moment donné, t'as Lucie qui dit « Je suis courageux et comme je suis le chef, j'ordonne courageusement à Arthur d'avancer en premier pour vérifier que la voie est libre pendant que l'on attend ici. » Tout le monde hoche à la tête, même Linus. Après, toujours dans la même vibe, il regarde Linus et il lui dit « Je suis content que vous soyez là. » Et Linus, genre, il était en mode très touché, il était là « Merci Lucie. » Et le gosse, il lui dit « Si les cannibales nous prennent en chasse, ils vous remarqueront en premier. On est tout petits. Et vous avez beaucoup plus de chair sur vos os. Ça nous laissera le temps de nous enfuir. Votre sacrifice sera apprécié à sa juste valeur. » À la fin de leur aventure, il leur offre un gros goûter à la maison de Zoé. Et Zoé remarque que Linus, il en a bavé aujourd'hui. Genre, il n'a pas l'habitude de faire du sport, de courir, de jouer, de s'amuser, etc. Et Zoé dit à Linus « On m'a dit que vous aviez vécu une sacrée aventure. » « Tout à fait. Je suis un peu sorti de ma zone de confort. » Et elle lui dit « Je pense que tous les explorateurs ressentent la même chose lorsqu'ils s'éloignent du monde qu'ils connaissent pour la première fois de leur vie. » Et Linus lui dit « Vous dites souvent des choses qui ont un double sens, je me trompe ?» Elle sourit. « Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. » Linus devait se rendre au village sur le continent pour pouvoir poster ses rapports hebdomadaires au ministère de la Jeunesse Magique. Et en allant là-bas, il s'est rendu compte qu'en fait, les gens ils étaient ultra problématiques. Tout le monde là-bas détestait les êtres magiques et il y avait des pancartes partout qui sortaient des règles et règlements donnés par l'État qui disaient « vigilants ensemble, etc. Ouvrons l'œil », des trucs comme ça. Il a aussi appris que le gouvernement payait les habitants du village pour laisser tranquille les habitants de l'île. Genre, il payait les villageois pour qu'ils disent rien et pour qu'ils ignorent la présence des pensionnats de l'orphelinat de Arthur. Linus était contre ça et quand il a parlé avec Arthur pour savoir s'il essayait d'intégrer un peu les jeunes avec les êtres humains, Arthur a dit que non, il préférait les protéger, les amener pas au village, c'était trop dangereux, etc. Et Linus a choisi de faire une excursion là-bas avec les enfants. En y allant, Linus commençait un peu à regretter son choix et genre, il était dans le van et il y a une sorte de ferry pour aller sur le continent. Et le mec qui tient ce ferry-là, il est super relou et il demande tout le temps beaucoup d'argent et tout pour traverser. Il s'appelle Merle et il est trop chiant. La nervosité de Linus se fait ressentir et Arthur lui demande « Vous regrettez déjà votre proposition ?» Linus n'eut pas besoin de le regarder pour savoir qu'il souriait. « Non, rétorqua-t-il.
Bien sûr que non. Tout va bien se passer. Tout va. Bon sang, mon vieux, baissez cette putain de rampe. Et du coup, bien sûr que les gosses ont réagi à ça en mode oh, Monsieur Becker a dit un gros mot. Et le narrateur, pour appuyer le fait que tout allait bien se passer, mais que c'était pas certain, il rajoute tout allait bien se passer. Ce passage aussi, il était grave marrant parce que pour travailler avec des enfants, dès que tu leur dis un truc, ils font totalement l'inverse. Et genre là, ils arrivent, ils se garent, ils coupent le moteur et ils disent les enfants, descendez de la voiture et mettez-vous en rang 2 par 2. La description de la façon dont ils sont descendus, ça m'a fumé. Ils ont dit une horde de femelles rhinocéros enceintes aurait fait moins de bruit en nous chargeant. J'ai trop imaginé les gosses descendre du minivan là, et d'aller super vite et de faire le plus de bruit possible en fait. Tout l'inverse de ce qu'on leur avait demandé. Je pourrais continuer de vous raconter tous les passages qui m'ont fait super rire dans tout le livre, mais le podcast durait 3h30 et ça c'est pas possible. Du coup, ce que je vous conseille c'est de lire le livre en vrai, il est vraiment marrant, il est vraiment cool à lire, c'est vraiment mignon, les personnages sont super attachants. Je vais juste terminer avec une touche d'amour, on va dire, sans vous spoiler la fin. Bah en fait ça m'a un peu spoilé, mais genre je vais mettre que des citations qui étaient grave mimi, des petits dialogues entre Arthur et Linus, parce que si vous n'avez pas déduit la chose, bon ben désolé, vous avez un esprit de déduction qui est pas ouf. Mais du coup, Linus et Arthur vont un peu se draguer tout au long et Linus va laisser tomber petit à petit ses règles et ses règlements et ses murs, les barrières qui s'étaient mis. Et il va laisser Arthur atteindre son cœur. Pour le départ de Linus, après sa mission, il y a une petite fête qui est donnée à son honneur. Et il y a de la musique et il y avait déjà eu une fête dans une partie du livre où il avait refusé de danser en disant « je ne sais pas danser », etc. Mais cette fois, cette fête qui est en son honneur, Arthur lui propose de danser. Donc il y a ce petit passage qui était vraiment trop mignon. Quand il releva la tête, Arthur Parnassus se tenait devant lui, la main tendue. Alors pour cette fois, Linus Baker s'autorisa à se montrer égoïste. Arthur le serra contre lui et ensemble ils se mirent à onduler, doucement. Linus savait que la chanson ne durait pas si longtemps. Pourtant, son cavalier continuait de lui murmurer les paroles à l'oreille. Et comme cette fête c'était le trésor de la dernière excursion avant son départ, les enfants lui ont demandé « Vous aimez votre trésor, monsieur Baker ?» Linus se tourna de nouveau vers Arthur. « Oui, murmura-t-il, plus que tout au monde. » Bon, vers la fin du livre, je peux pas vous donner le contexte, sinon ça va spoiler, mais je vous dis... En fait, je peux pas vous détailler la chose. Je vais vous mettre le contexte, mais je peux pas vous détailler la chose, sinon ce sera vraiment un gros spoil. Mais je vous explique un peu la situation, ils sont sur le perron de la porte, Linus est là, face à Arthur. Ils discutent d'un événement qui a pu se passer dans le livre, je vous en dis pas plus. Et d'un coup, Lucie leva les bras en l'air. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'embrasses pas une bonne fois pour toutes. Les adultes sont vraiment idiots. » Après ça, Zoé dit aux enfants qu'ils allaient rentrer, etc., qu'ils allaient les laisser discuter entre eux. Mais ils les ont espionnés derrière les rideaux. Et genre là, Linus dit à Arthur, « Ici avec toi, si tu veux bien de moi, demande-le-moi encore une fois s'il te plaît. Je t'en supplie, demande-moi de rester. » Linus, « Oui Arthur, reste ici avec nous, avec moi. » Arthur l'embrassa. Linus ne l'avait même pas vu bouger. Il était sur le point de s'effondrer quand tout à coup, des mains s'étaient posées de chaque côté de son visage et des lèvres avaient trouvé les siennes. « N'aimeriez-vous pas être ici ?» C'était super mignon à lire comme livre et j'ai vraiment apprécié le lire, j'aimerais bien le relire. Je pense qu'un jour je le relirai, quand j'aurai rien à lire et que j'aurai besoin un peu de magie dans ma vie. J'en viens à la partie où je vais vous parler de l'histoire parallèle, l'histoire qui a inspiré ce roman-là, mais qui n'est pas décrit en fait dans le livre ou à zéro moment dans un épilogue ou dans une introduction. Quand je lis un livre, généralement, si je l'aime bien, je vais développer une obsession complètement. Je vais rentrer dans l'histoire et je vais m'accrocher au personnage et à l'histoire, à tel point que ça va être dur pour moi d'en sortir et de passer à un autre livre. Et pour bien terminer ma lecture, quand j'ai terminé un livre, je vais sur tous les réseaux sociaux possibles, TikTok, Instagram, YouTube. J'essaie de regarder des reviews un peu sur les romans que je viens de lire pour connaître les avis des gens, voir si je les partage ou voir si je suis d'accord, pas d'accord. Et je me fais un débat avec moi-même, mais genre, des fois, j'entends des arguments et je suis là, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avais pas vu la chose comme ça. Et puis c'est bien aussi d'entendre le point de vue d'autres personnes. J'aime bien aller sur Pinterest pour regarder les fan art que les gens peuvent proposer sur les livres que j'ai lus, histoire de me faire une idée de comment les gens ont imaginé les personnages, les paysages, l'esthétique du livre. Bon, et donc je suis allé arpenter tous les réseaux sociaux et je suis perdu sur TikTok en scrollant, en ayant tapé « La maison au milieu de la mer céruléenne ». Et je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui parlait de la problématique de ce livre. Parce que, en fait, ce livre s'inspire des événements qui sont passés en 1960 au Canada. Dans ces années-là, les personnes autochtones étaient considérées comme des personnes qu'on devait civiliser.
Et le premier pensionnat avait été créé en Colombie-Britannique, genre en 1863. Et c'est en 1857 qu'en fait le gouvernement colonial avait mis en place une loi qui visait à civiliser et à imposer des restrictions sur les actions des autochtones, comme posséder une terre ou l'alcool ou des choses comme ça. Et c'est pour évangéliser et assimiler les populations autochtones que le gouvernement fédéral et les églises ont instauré des pensionnats autochtones. En créant ces écoles, ils ont voulu imposer de nouvelles valeurs, des croyances, donner une éducation appropriée, entre gros guillemets. Et genre, c'était surtout pour instaurer une discipline orientée vers le travail industriel chez les enfants autochtones. Ils voulaient vraiment casser leur culture. Et selon les témoignages, les conditions de vie dans ces pensionnats, c'était très difficile. Il y a plusieurs pensionnaires qui conservent encore des séquelles psychologiques importantes. En parallèle, il y a eu aussi ce moment où des enfants autochtones ont été sortis de leur famille, mais carrément enlevés pour être placés dans des orphelinats, afin de se faire adopter par des familles blanches, des non-natifs. Je vous fais un gros résumé de ce que ça évoque en fait, mais je vous invite à aller chercher sur internet ce qui a pu se passer à ce moment-là dans ce pays-là. C'est qu'après avoir vu cette vidéo et après avoir fini le livre, malheureusement, que je me suis rendu compte des parallèles qui étaient faits. Les orphelinats dans le livre, les orphelinats avec les pensionnaires magiques et les magiques et les non magiques, ça fait référence aux personnes, aux colons et aux natifs américains, les Indiens. Dans le livre, on parle de règles et règlements, et dans la réalité, c'était des lois qui étaient vraiment mises en place pour restreindre les mouvements des autochtones, mais je trouve ça horrible. Et après, je sais que le livre, du coup, il a grave romantisé le truc. Je sais même pas si en français ça s'est romantisé. Ce qui me dérange, c'est pas que ce soit inspiré de ces faits-là, mais plus du fait que à aucun moment ça le dénonce. Dans le sens où l'auteur s'est inspiré de ça pour son livre. Ça a été un franc succès, mais à zéro moment il en parle de lui-même. Et il faut qu'il y ait des personnes qui dénoncent son inspiration pour qu'on se rende compte de l'envers du décor. Et je pense juste de sortir ce livre sous une sorte de fiction fantasy, c'était une bonne idée pour dénoncer l'acte, mais il s'en est pas saisi. Il a juste pris l'histoire et il se l'est approprié, et du coup il a eu sa notoriété dessus. Du coup, peut mieux faire. Si jamais vous avez envie de lire le livre et pas donner de l'argent à l'auteur, achetez d'occasion. Voilà, c'est la fin de l'épisode pour ce roman qui s'appelait La maison au milieu de la mer céruléenne. Je vous mets en description plusieurs liens pour pouvoir vous renseigner sur les événements qui sont passés en 1960 au Canada que j'ai pu vous citer plus tôt. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau roman et une nouvelle review, et ce sera avec Cemetery Boys de Hayden Thomas. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Salut!